Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Bonjour. Hey, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Poulpe. Bonjour Pej. Comment ça va? C'est super la forme. On était en train de dire que c'était pas trop la forme, justement. Ouais, moi je disais que j'étais éclaté de fatigue et du coup rien à foutre, voilà. Voilà. On va enregistrer ça à l'arrache. Non mais c'est l'automne, c'est le changement de saison, là. C'est ça. Pour un sujet hyper important. Il y a comme tous les sujets. Bah c'est vrai que si on les choisit, c'est qu'ils sont importants quoi. Bah on va parler de l'Union Européenne aujourd'hui. Ok. Mais non. C'est moi qui chapeaute. C'est toi qui avais envie de parler de l'Union Européenne. Alors moi je suis curieux parce que ça fait un moment que tu veux parler de l'Union Européenne. Bah c'est un truc dans lequel on vit, c'est un gros truc. Et je trouve qu'on ne le connaît pas assez en fait. On a des vagues notions. Et c'est pareil, dans les news, on en a toujours parlé. On en a Commission Européenne, machin, Ursula von der Leyen, blablabla. Mais en fait, c'est quoi tout ça? Hein? Moi, j'ai envie de comprendre. T'as loupé tes cours d'éducation civique au collège, en fait. Eh ben, on va en parler des cours d'éducation civique de merde. Qui sont de la grosse propagande pour l'UE. La propagande. Ok. Moi, c'était comme ça au collège. Après, je sais pas ce qu'on enseigne aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui. Alors c'est dramatique parce que je suis tombé sur un papier d'éducation morale et civique pour les 3e la semaine dernière, dont le sujet était la défense et la sécurité intérieure de la France. Waouh. C'est un rapport avec l'UE ou pas? Je pense pas. Non, ok. D'accord, ouais, parce que je cherchais aussi le lire, là. Non, c'est juste pour dire que j'étais choqué parce que ça m'a fait penser propagande. Hey. La propagande militariste Ouais. et sécuritaire dans l'EMC en 3e. Ouais. Les élèves doivent expliquer pourquoi la France doit se munir de militaires et doit assurer J'avoue sa que c'est sécurité. J'avoue que c'est chaud. C'était assez choquant. J'en ai parlé en salle des profs. Puis il y avait une personne qui était choquée, mais sinon tout le monde s'en branlait. Tout le monde était bah oui. Bah c'est quand même important sécurité. Les armes. Nous, on a grandi, en éducation civique, on disait l'UE, c'est la paix, c'est trop bien, c'est l'union, c'est de la balle. L'UE, c'est pour que la France et l'Allemagne arrêtent de faire la guerre. Voilà. Ça a marché. Ça marche. Et ça marche de fou. Ça a bien marché là-dessus. Par contre, il y a des petits effets, il y a des effets de bord. Voilà. En plus- Et du coup, moi, j'étais... forcément, on nous a inculqué ça. Et quand tu commences à avoir des idées de gauche, tu te rends compte que la critique de l'Union Européenne, elle est quand même assez sauvage à gauche. Moi, la gauche radicale, évidemment, je parle. Parce qu'il y a une gauche européiste, évidemment. Ah ouais? Bah ouais. Je savais pas ça. On va en entendre parler. On va en je sais pas, parler. t'attends. Pour moi, c'était en tout cas plus un espèce de revirement en mode l'UE, c'est totalement de la merde en fait, d'après la critique de gauche. Et donc moi, la problématique que je voulais vous soumettre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des choses à sauver de l'Union Européenne? Que doit-on garder de l'Union Européenne? Voilà. Ok. Pensez, on va d'abord aborder les critiques, Ok. et après on verra qu'est-ce qu'il y a à sauver en fait dans tout ça. Ok. Ok. Si ça vous va. Ah Ouais, ben, de toute façon. c'est le pacte, hein. Mais il va D'accord. falloir bien comprendre tout ce qui existe, alors. Voilà, alors des choses ça va être impossible. Enfin, c'est un sujet mais hyper complexe. Hein. Déjà, moi, j'ai opté pour ne pas refaire l'historique. On va parler de l'UE maintenant. On va pas parler de la CECA, machin. Mais t'en parles, quoi. J'en parle là. On va pas parler des 8 élargissements successifs. Je ne vous rappellerai pas l'histoire de l'euro Voilà. qui a commencé en On va pas parler de l'Europe à 12 et l'Europe à 15 et l'Europe à 27. 26 maintenant. Non, c'est 27, je crois. 27. Ah, c'était 28? Parce qu'on a perdu un récemment, quand même. Oui, on a perdu On a perdu, hein. Oula. le Royaume-Uni, paix à son nom. Ah oui, pardon, c'est vrai. Mais il y a eu en 2013, il y a eu le... Croatie? Voilà, donc on ne parlera pas de tout ça. D'accord. Quelles critiques avez-vous entendues sur l'UE, par exemple? Je commence parce que, pour moi, les gens qui critiquent l'UE, c'est l'extrême droite. Ouais, oui, c'est vrai. C'est souvent parce qu'ils veulent redonner la souveraineté, parce que l'Europe nous a volé tout notre pouvoir décisionnel. Hein. Je vous fais le discours que j'entends. Hein. Vu que les fronts nationalistes, les wannabes fachos de notre pays veulent la souveraineté nationale, on est contre l'Europe parce qu'elle nous empêche de décider des trucs pour nous. Mais j'avoue que je savais pas qu'il y avait une critique de gauche de l'Union Européenne. Que, en plus, ça enlève les frontières. Je suis curieux. Ok. Alors, je vais peut-être faire les frontières et je vais laisser à Laurent le côté néolibéral. Vas-y. Voilà, les frontières. Alors, l'Europe, c'est vachement bien, ça a enlevé plein de frontières. Eh ouais, c'est fou quand même. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas du tout changé la mentalité. La façon dont le racisme fonctionne, notamment, c'est qu'on définit un groupe à quel on appartient pour définir une frontière avec un groupe avec lequel on n'appartient pas. Sur le côté nationaliste, en fait, on voit depuis les dernières années que les gens s'y sont identifiés en tant qu'Européens. Donc, il y a une identité européenne qui s'est développée où on se sent proche aujourd'hui avec un Allemand, un Espagnol, un Polonais, plus qu'il y a 50 ans. Mais on n'a pas du tout traité
des raisons du problème, et en fait on a juste déplacé le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effacé les frontières au fur et à mesure à l'intérieur de l'Europe, que ça soit vraiment les frontières, quand je parle au sens il y a vraiment la police à la frontière, que autant les frontières culturelles, les frontières, les échanges commerciaux, etc. Tout ça s'est progressivement effacé, mais on a renforcé les frontières extérieures. Donc aujourd'hui, les gens d'extrême droite, peut-être il y a 50 ans, ils auraient critiqué l'immigration qui venait d'Italie, et aujourd'hui ils le font plus, parce qu'on est européens. Par contre, si tu viens du Maroc, là par contre, t'es vraiment pas du tout à l'intérieur. Et on voit bien que la violence aux frontières européennes est extrêmement forte ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des cimetières, des camps de réfugiés que certains appellent plus que ça, aux abords des frontières européennes et à l'intérieur. Ouais, ce que tu dis, c'est que ça a exalté un espèce de sentiment d'identité européenne, au détriment des gens qui sont hors de l'Union européenne. C'est ça. Enfin, je veux dire, il y a des politiques concrètes, genre Frontex, c'est ça, ouais. Voilà, Frontex, c'est l'agence européenne pour le contrôle des frontières. Donc ce sont on peut dire des milices en fait. C'est une organisation quasiment paramilitaire de l'Union européenne, financée par l'Union européenne, qui notamment négocie avec les gardes-côtes libyens, qui sont connus pour faire des infractions aux droits de l'homme de façon quotidienne, et avec lesquels Frontex est en négociation constante. Et Frontex a été condamné à de multiples fois pour enfreindre la loi concernant le droit d'asile en pratiquant ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire à renvoyer les gens qui viennent sur le territoire de l'autre côté de la frontière, sachant qu'ils ont demandé une demande d'asile, ce qui n'est pas légal. N'importe qui arrive sur le sol d'un État, selon la Convention de Genève, doit pouvoir demander le droit d'asile et on doit lui offrir un traitement légal pour savoir si son droit d'asile est fondé ou pas, et ne pas être refoulé directement. Or, officiellement, Frontex n'est pas censé le faire, mais ils ont été condamnés maintes fois pour pratiquer exactement ça. Et d'ailleurs, aux dernières élections législatives de l'année dernière, de 2024, l'ancien directeur de l'agence Frontex était numéro 2 sur la liste aux européennes pour le Rassemblement national. Coïncidence ? Ok. Coïncidence ? Oui, il y a aussi des politiques où on paye la Turquie pour qu'ils nous gardent les réfugiés, pour pas qu'ils entrent en Europe. C'est ça. C'est 4 milliards d'euros directement dans la poche de Erdogan, qui est un dictateur, qui utilise les populations déplacées en Turquie comme monnaie d'échange pour négocier avec l'Union européenne. Ouais, voilà, ça fait un moyen de pression après. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, Poulpe, que la critique d'extrême droite, c'est la perte de souveraineté. Ouais. Mais c'est un peu aussi la critique de gauche, en fait, sauf que c'est évidemment pas le même contenu, parce que la critique d'extrême droite, c'est on perd notre souveraineté, mais c'est plus en termes d'identité nationale. Alors que la critique de gauche, c'est plutôt on perd notre souveraineté en tant que politique économique, par exemple. Et ce que je voulais dire, une critique de gauche qui revient souvent, c'est que l'Europe est antidémocratique. Est-ce que vous avez entendu ces trucs-là, déjà ? Pas du tout. Précise, qu'est-ce que tu veux dire par antidémocratique ? L'organisation institutionnelle de l'Union européenne, elle est assez complexe. Il n'y a qu'une institution qui est élue au suffrage universel, qui est le Parlement européen. Ils sont censés voter des lois, mais il y a une grosse différence avec un Parlement national comme celui de la France, par exemple, c'est qu'ils ne peuvent pas proposer de loi. Donc c'est jamais eux qui feront des lois européennes, si tu veux. Non, c'est la commission qui propose les lois. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai un schéma, ce sera mon unique. Ton asset visuel. Unique, c'est truc interactif. Si vous voulez vous marrer un coup et comprendre un petit peu comment les institutions européennes fonctionnent, je vous conseille une série franco-allemande qui s'appelle Parlement, qui a été disponible d'ailleurs sur les replays sur Arte probablement, qui est une espèce de sitcom avec des personnages marrants qui sont des attachés parlementaires à la Commission européenne. Bon, vous voyez mon diagramme hyper clair qui simplifie tout. Attends, il y a trop de flèches. Oh là là. Mais le truc, c'est que les gens dans le podcast, ils voient pas, donc ça va être compliqué. Non, mais de toute façon, c'est juste pour dire que c'est compliqué. D'accord. Voilà. You made your point. Alors, on peut parler peut-être des institutions un peu, mais... Donc j'en parlais du Parlement. En plus, c'est hyper confus parce qu'il y a ce qu'on appelle le Conseil européen et il y a le Conseil de l'Union européenne. Alors moi, je les confonds tous les deux. Mais en gros, le Conseil européen, c'est tous les chefs d'État, quoi, des États membres qui se réunissent. C'est un peu les grandes orientations de l'UE, quoi, mais... c'est pas eux qui font le taf au quotidien, c'est la Commission européenne. Eux, ils proposent la Commission européenne, il faut qu'elle soit approuvée par le Parlement. Ils proposent des lois, tu veux dire. Oui, mais le Conseil européen propose propose les gens qui seront à la Commission européenne. Ah, d'accord. Et la Commission européenne, elle, faut qu'elle soit approuvée par le Parlement, et oui, c'est elle qui propose des lois. Après, t'as le Conseil de l'Union européenne, donc qui n'est pas le Conseil européen, qui là sont plus des ministres des différents gouvernements des États membres, qui ont un rôle à la fois exécutif et parlementaire.
En gros, eux aussi, il faut qu'ils approuvent les lois, tu vois. C'est un système un peu à deux chambres, parce que t'as le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne. Et nous, quand on vote pour le Parlement européen. Ouais. Nous, c'est le seul truc qu'on élit au suffrage universel, c'est le Parlement européen. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il y a plein d'institutions là-dedans. Les institutions qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui ne sont pas votés par les gens. La seule institution c'est ça. qui est votée, alors qu'il y a une myriade d'institutions et d'organes de pouvoir, et dont la majorité ne sont pas du tout votés au suffrage universel, mais sont désignés en fait par d'autres institutions qui existent déjà. Mais quelque part, ils sont désignés par des gens qui ont été votés. Par exemple, par des présidents, par des ministres, etc. Oui, puis le Parlement européen, il approuve la Commission européenne, il peut la censurer. Ouais, bah alors censurer, c'est aux 2/3. Hein. D'accord. Donc c'est quand même difficile. Ce que je voulais dire, c'était ça, c'est que t'as qu'une instance qui est élue au suffrage universel. Et même si les autres, oui, t'élis ton président, mais bon, après c'est indirect, quoi. On sait bien que les politiques, bon... Voilà. Oh, on sait bien que les politiques... D'accord, ok. Ils ont pas un sentiment de devoir moral très prononcé des fois, tu vois. D'accord, donc c'est ça. Donc c'est ça la critique antidémocratique de l'Union européenne. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais qui est en fait aussi, par exemple, on peut avoir une critique antidémocratique du système démocratique français qui peut être, ça dépend de ta définition de la démocratie, pas très démocratique. Puisqu'il n'y a pas une vraie définition de la démocratie et que tout le monde en fait son interprétation comme il veut. Ah oui. D'accord. Mais si tu compares, l'Europe paraît moins démocratique encore. D'accord. Pour ce qui est comparable, parce que c'est pas le même fonctionnement non plus, quoi. Ok. D'accord. Donc ça, je connaissais pas vraiment cette critique, je dois dire. Par contre, une autre critique qui pour moi est très ancrée à gauche, et qui d'ailleurs fait partie de ma politisation, puisque comme on a déjà mentionné, on s'est trouvés tous, notre groupe de potes, en 2006 lors du CPE, mais on avait eu quelques rounds d'échauffement les années d'avant, et notamment en 2005, c'était sur le vote de la Constitution européenne. Ah ouais, c'est bien que t'en parles. Pour moi, ça avait cristallisé pas mal de choses à l'époque sur les critiques qui viennent de droite et de gauche. Et d'ailleurs, pour petit rappel, en 2005, la France a été le premier pays à ne pas voter pour cette constitution européenne, et ça les a foutus bien dans la merde, parce qu'ils pensaient que ça allait passer crème. Pour moi, ceci était un éveil sur la façon dont notre démocratie fonctionne. Au référendum, les Français ont dit non. Dans l'année qui suit, ça les a vraiment fait chier que les Français aient dit non. Et après, il y a d'autres pays qui avaient dit non. Et du coup, en fait, ils ont fait passer la même chose, mais à l'Assemblée nationale. Ouais, le traité de Lisbonne. Voilà. Où cette fois, il n'y a pas eu de référendum pour faire passer la même chose sur lesquelles les gens avaient dit non en référendum. Ça a été quand même une belle entourloupe démocratique, j'ai trouvé, déjà. Ouais, ça s'inscrit dans le déni de démocratie. Et pour moi, ce critique de gauche, c'était aussi que, notamment cette constitution européenne, c'est-à-dire le chapitre 1 et 2, ça ressemblait à une constitution. Dans le sens, on redéfinit les droits de l'homme, et ensuite on parle de comment fonctionnent les institutions. Et ensuite le chapitre 3 ou 4, je me souviens plus vraiment, c'était un énorme paquet qui en fait était plus un traité qu'une constitution, qui traitait surtout de choses commerciales et en fait qui allait dans un sens de l'économie libérale et donc du néolibéralisme. Donc en fait, sous couvert de faire passer un texte comme une constitution européenne dans le sens est-ce que vous voulez être européen, il faisait passer en fait un gros paquet de mesures néolibérales. C'était ça à ce quoi la gauche s'opposait et pas forcément au fait qu'il y ait une Union européenne. Par exemple, l'extrême droite s'opposait au fait qu'il y ait une Union européenne de toute façon. Les critiques à l'extrême gauche, autant il peut y avoir des gens qui étaient contre l'Union européenne complètement, autant il y a des gens qui étaient pour une Union européenne mais pas celle-ci. Ouais, c'est ça. Pas celle qui était axée développement commercial néolibéral. Ouais, justement, la Constitution, c'est bien d'en parler parce que ça montre un aspect qui est assez unique quand même dans le monde, c'est que l'Union européenne, c'est un organisme supranational. C'est-à-dire que, je vais vous donner une définition, bon, c'est la définition Wikipédia de l'Union européenne. Hein. Une union politico-économique sui generis, ça veut dire de son propre genre, de 27 États européens qui lui délèguent ou transmettent sans limite de temps par traité l'exercice de certaines de leurs compétences souveraines afin qu'elles soient régies par des organes communautaires. Donc tu vois, c'est dans le principe du fonctionnement de déléguer, y a des décisions, tu t'en remets en fait à l'Union européenne. Oui. Et là, tu parlais du coup de l'économie libérale. Pour moi, ça c'est l'autre énorme critique de l'Union européenne. Ouais. C'est quand même quelque chose qui promeut le libéralisme et même l'intègre dans ses règlements. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais sur quelle est la différence entre l'Union européenne et un État, en fait l'Union européenne elle a un territoire, l'Union européenne elle a des institutions, elle a une population. Mais c'est pas un État, d'accord. Non. Mais c'est pas les États-Unis d'Europe, mais ça pourrait l'être. Non, c'est de son propre genre. Ouais. Enfin, il y a pas d'équivalent, tu vois. Sauf que un gros point sur le fait que ça ne peut pas être un État, c'est que l'Union européenne ne possède pas sa propre armée, ni sa propre police. Alors la police, il y en a une, et l'armée, ils veulent en faire une. Ouais, c'est vrai qu'on en parle. En ce moment, on en parle. Parce que les polices des États collaborent déjà entre elles. Si les armées se mettent à collaborer, ou s'il se met à avoir une armée européenne indépendante,
alors on pourrait considérer l'Union européenne comme un État. Fin de la parenthèse, c'était juste... Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que la comparaison États-Unis d'Amérique, États-Unis d'Europe, moi j'en entends souvent parler quand j'écoute des talk-shows américains, on va dire, parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'Union européenne. Et du coup, ils l'assimilent à ce qu'ils connaissent eux, qui est une fédération d'États. Ouais. J'ai l'impression aussi que ça s'inscrit avec la monnaie unique et avec cette volonté d'échange. Ça s'inscrit dans, pas le contre-pouvoir, mais un allié des États-Unis et de l'Amérique du Nord en général imposant. Il y a une volonté quand même de faire un peu comme les États-Unis, d'être plus gros que la somme de ses parties. Ouais, carrément. Bah, il y a une volonté d'exister sur le plan mondial, ouais, justement, en faisant cette union. Pour moi, c'est avant tout économique. Et je pense que toute la construction européenne s'est fait vers ça. Et la monnaie unique, c'est vraiment un truc pour faire ça. L'euro, c'est vraiment pour concurrencer le dollar, quoi. Ça a vraiment été fait pour ça. Et c'est pareil, l'euro, c'est un peu un truc unique au monde. C'est une monnaie unique. C'est pas une monnaie commune, parce qu'il y a une différence. Donc c'est pareil. Les États ne produisent plus leur propre monnaie. Maintenant, c'est une institution supranationale qui produit la monnaie pour plusieurs États, quoi. En fait, ce qui fait la critique de gauche sur le fait qu'on ne soit plus... comme tu disais, Souverain. l'Europe, j'ai envie de dire le monde, mais... En Europe, souvent, c'est les conservateurs au pouvoir. Ça switch, gauche, droite, machin, mais c'est très centriste, voire conservateur. Donc, du coup, ça veut dire que si demain, en France, ou dans n'importe quel autre pays, mais si on va parler de la France, il y a un gouvernement de gauche radicale qui arrive au pouvoir, ou même pas de gauche radicale, si on parle de la LFI, par exemple. Si on a un gouvernement, prochaines élections, imaginons, on a un gouvernement mené par la LFI qui gagne les élections, et qui veulent changer le truc. Eh bien, ils auront les mains liées du fait de ces traités, du fait de ces instances supranationales. Ils pourront pas changer autant qu'ils veulent les politiques commerciales, puisqu'il y a des traités de libre-échange, des traités qui sont gérés au niveau européen. Donc... Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux pas jouer avec ta monnaie, par exemple. Tu peux pas dévaluer ta monnaie ou réévaluer ta monnaie. Donc, tu peux pas faire baisser sa valeur par rapport à d'autres monnaies ou augmenter sa valeur. Ça se fait juste en produisant de la masse monétaire. En fait, tu fais circuler plus d'argent. Elle va perdre en valeur, t'en retires de la circulation, elle va augmenter en valeur, et ça te permet de jouer sur le prix des choses que t'exportes ou que t'importes, et ça te permet aussi de jouer sur ta dette, en fait. Si tu produis plus d'argent, donc si t'as une masse monétaire plus forte, tu peux rembourser davantage ta dette. Sauf si elle est en une autre monnaie. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais là, le fait que tout le monde ait une monnaie unique, on ne peut pas faire ça. L'État ne peut pas jouer avec sa monnaie parce que la monnaie, elle est gérée par la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante des États. Mais par contre, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. Par exemple, permettent de renflouer des États qui seraient en déficit. Ce qui s'est passé avec la Grèce. Bon, avec tous les problèmes que ça s'est passé avec l'Irlande. Et avec l'Italie. Donc il y a quand même un mécanisme qui contrebalance ça, en fait. Les États ne peuvent plus jouer, mais par contre... S'ils sont en faillite, on peut les aider. Voilà. Bon, après, c'est très problématique aussi, donc ça... mais alors là, j'avoue que les gars, moi déjà, tout ce qui est les fluctuations monétaires et tout, je comprends pas le concept de base, mais alors, c'est peut-être pas le lieu pour l'expliquer, de réévaluer, d'évaluer la monnaie, tout ça, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Et en plus, après, là, tu parles de dette, et du coup de fabriquer de l'argent. Pour moi, l'argent, il dépendait de la quantité d'or qu'on avait. Ah non, plus du tout, là. Ah bon, d'accord. Alors, c'est plus du tout le cas depuis, depuis les accords de Bretton Woods. Mais du coup, je suis pas sûr qu'on soit clair sur ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que... En tout cas, moi, je comprends rien. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs. C'est un... Ah, je les entends pas. Putain, on enregistre dans une salle comble. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Alors, ils sont où? Alors? Non, merci. Ah mais pour résumer, ce que Laurent veut dire, c'est que le fait de pouvoir contrôler ta monnaie, ça te permet de jouer sur pas mal de choses. Ouais. Tu as des leviers économiques. Voilà. Ça te permet d'avoir des leviers économiques. Bon, d'accord. Et le fait d'avoir une monnaie unique fait que les États ça les enlève. Perdent ces leviers économiques qu'ils auraient pu avoir, puisque c'est au niveau de l'Union européenne qu'ils les ont, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui décide si ils produisent plus ou moins d'euros. Donc la France peut pas aujourd'hui décider toute seule, on va produire plus d'euros, il faut que tout le monde s'accorde. Donc ils ont perdu une certaine souveraineté économique. Très bien. Pour aller plus loin, la Banque Centrale Européenne, même tu vois, ne donne pas d'argent directement aux États. Elle finance les banques. L'argent, ça va vers des banques privées. C'est même pas les États qui envoient la couleur. C'est comme ça que ça marche. Pas sûr de comprendre l'impact de ce que tu dis. Faudrait faire un épisode sur l'économie, la monnaie. Moi, je trouve la monnaie, c'est super intéressant. C'est une fiction à laquelle tout le monde croit et ça fait tourner le monde. Enfin, moi, je trouve ça incroyable comme truc, quand tu vas dans le fond des choses. Mais donc, pour revenir à l'Europe. Vas-y, revenons. On a dit qu'il y avait la critique d'avoir, en fait, externalisé la violence aux frontières. Ouais. D'avoir un agenda économique extrêmement néolibéral. D'avoir enlevé une part de souveraineté, notamment
notamment économique aux États, qui en soi fait que si on a des gouvernants de gauche qui viennent dans les États, ils ont plus les mains liées. Ouais. Et que les instances ne sont pas hyper démocratiques. Enfin, c'est quand même des instances démocratiques, mais ça pourrait être mieux. C'est-à-dire que c'est peut-être moins démocratique que les institutions de la 5e République française qui sont déjà pas incroyables. Je pense soudainement là à nos amis agriculteurs, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui se sont qui s'en plaignent souvent de l'Europe et qui se sont fait un peu malmener par les différents traités européens. Pour moi, l'agriculture, il y a plein de choses. Parce que déjà, t'as justement en Union Européenne, t'as la politique agricole commune, la PAC. Voilà. Et oui. Et ça, c'est un truc qui finance énormément l'agriculture. Il n'y aurait pas ça... C'est quand même des subventions massives quoi, pour l'agriculture des pays. Quoi. Je suis pas assez au fait des critiques. Est-ce que les agriculteurs critiquent la répartition de la PAC? J'en sais rien. Mais moi, il me semble que quand je dis les agriculteurs, je pense la FNSEA, c'est ça, le syndicat. Je pense qu'eux, ils se plaignent de l'Union Européenne parce qu'il y a trop de régulation, trop de réglementation. Environnement, tout ça, produits à utiliser, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un cas d'exemple que, en fait, au lieu de taper sur le capitalisme, ils tapent à côté, quoi. Moi, je sais qu'il y a des quotas sur la pêche, par exemple, pour des raisons de renouvellement et tu peux pas surpêcher et tout. Ouais. Mais c'est tout un bidule, hein, parce qu'il y en a qui rachètent des quotas et tout, là. Mais je sais que c'est une des raisons pour laquelle la Norvège n'a jamais adhéré à l'UE, tu vois, par exemple. Parce que eux, c'est gros pêcheurs. Ah, ouais. C'est une des raisons pour laquelle ils veulent pas adhérer, parce que ça leur mettrait des quotas sur leur pêche. Et nono, quoi. Ouais. Puis ils s'en foutent, sûrement. Avec tout le fric qu'ils ont. Ouais. Ils bénéficieraient pas d'être dans l'UE. Ouais, ils donneraient plus qu'ils Et, recevraient. et en plus, Oui. ils pourraient pas pêcher tous leurs poissons, donc ils niquent. Est-ce qu'il y a d'autres critiques? Non, mais on a vite passé sur le côté libéral, parce que pour moi, c'est quand même le gros truc. Pourquoi c'est libéral, l'UE? C'est vraiment libre circulation des marchandises, libre circulation des capitaux dans l'Union Européenne, libre concurrence. On limite l'intervention des États aussi. Hein. Ils n'ont pas le droit d'avantager trop leurs entreprises. Et il faut pas qu'ils faussent la concurrence. Ça va un peu dans la logique libérale de pourquoi on se désengage des services publics. Bah, il y a un côté, il y a quand même un truc européen derrière faut libéraliser tout ça, quoi. Et il y a aussi... on parlait de la souveraineté économique, on parlait de la monnaie. Il y a aussi ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Quand tu fais ton budget national, tu n'as pas le droit à un déficit de plus de 3%. Et il faut pas que ta dette dépasse les 60% de ton PIB aussi. Ça fait partie des règles, en fait, il faut que tu respectes ces règles-là. D'accord. Sinon, Sanction. Sanction quand t'es... quand t'as un petit pays. Quand voilà, c'est ça aussi. Ah ouais. Parce qu'il y a quand même une espèce de hiérarchie interne dans l'UE, quoi. C'est-à-dire, t'as quand même... le couple franco-allemand qui est assez écrasant, comment dire, la représentation des pays au Parlement selon leur population, quoi. C'est Oui. Et donc tu mets Allemagne et France ensemble, je sais plus, c'est genre 40% ou un truc comme ça, quoi, tu vois. L'Allemagne, eux, ils sont assez respectueux de ces règles-là, la France moins, mais nous, on s'est pas fait taper dessus, quoi, vraiment. Donc les sanctions, c'était pas pour nous. Par contre, la Grèce a dégusté à l'époque, quoi. C'est un exemple, la Grèce, parce que la Grèce, ils ont caché leur déficit, qui était à 13%, je crois, un truc comme ça. Et leur endettement était à plus de 100, 15%, quelque chose comme ça. Et du coup, quand l'Union Européenne s'en est rendu compte, ils ont fait un plan d'austérité extrêmement dur pour la Grèce, qui les a bien mis dans le rouge, quoi. Et comme c'était un petit pays, ouais, ils n'ont pas eu trop de choix, même si le gouvernement de Tsipras, le gouvernement Syriza, a essayé de négocier. Au final, ça a été vraiment rapport de force brute, hein, parce qu'ils les ont fait plier, quoi, tu vois. Alors qu'ils avaient fait un référendum juste avant, où la population disait non, on n'accepte pas les mesures d'austérité de l'Union Européenne, quoi, tu vois. Mais ils les ont fait accepter quand même, quoi. Et oui, finalement, encore un déni de démocratie. Ouais. Une autre critique qu'on fait à l'Union Européenne, c'est la faiblesse diplomatique. Par rapport à, par exemple, les États-Unis, je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression que l'Union Européenne joue un rôle fort dans la diplomatie mondiale. Il n'y a pas de représentant international de l'Europe. Pour moi, elle a aucun pouvoir diplomatique, l'Europe. Ah, ils essayent justement. Ils essayent quand même, tu vois. Ah ouais, mais c'est qui? Il y a un ambassadeur C'est européen? la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est qui a 3 fois de suite présidente de la Commission. Non, 2 fois. Elle a été réélue. Enfin, ça, je trouve que c'est quelque chose qui change. Mais elle est... Il y a des représentants de l'Union européenne, parfois, dans les grandes rencontres internationales ou dans des efforts diplomatiques. Par exemple, Ursula von der Leyen, elle a été à Tunis pour parler de la crise des réfugiés. Elle était présente à Washington en même temps que d'autres représentants des États de l'Union européenne pour négocier des trucs. Je me souviens plus là, tu vois. Je comprends pas le mandat qu'elle porte. Parce que Moi non plus. Les pays européens sont pas alignés. Ah non, c'est vraiment... Donc elle représente quoi?
Elle, c'est la présidente de la Commission européenne. Oui. C'est un peu les visages de l'Europe, ça, quand même. Parce que eux, c'est des mandats, les commissaires européens, purement européens. C'est-à-dire, ils arrêtent leur fonction dans leur pays d'attache, ils se mettent au service de l'Europe, quoi. C'est vrai qu'avant, j'aurais peut-être pas pu te citer de président de la Commission européenne, quoi. Alors que je trouve que Ursula von der Leyen, maintenant, elle est bien identifiée. Ouais. Et tu la vois souvent, c'est un peu le visage de l'Union européenne, quoi. Notamment avec Trump et tout. Il y en a eu d'autres, hein. Jacques Delors. Ah ouais, mais c'est vieux, ça, Jacques Delors. Jacques Delors était président de la Commission européenne et il est connu pour ça. Il y a eu Jean-Claude Juncker, Ah oui, si, ça me dit quelque chose. José Manuel Durão Barroso, Ah, Barroso. Ah bah, je m'en souviens maintenant. Romano Prodi. Ah mais si, en fait, je me souviens de tous ces noms-là. Mais c'est qu'à l'époque, je captais pas trop ce qu'ils faisaient, quoi. C'était plus ça. On voit bien d'ailleurs qui sont les présidents de la Commission européenne. Que dans tous les noms que tu as cités, ceux qui lui reviennent le plus, c'est 1, les Allemands, 2, les Français, 3, les Espagnols, 4, les Italiens. Oui, Ouais, il y a eu... c'est les gros pays de l'Union européenne. Voilà. Il y a eu 3 luxembourgeois quand même. Ah, pardon. Ouais, faut bien qu'ils trouvent quelque chose à faire dans leur paradis fiscal. Et du coup, je parlais de la faiblesse diplomatique. Et je sais pas si vous avez entendu parler du plan Rearm Europe. Rearm, non. Pour 2030, Ursula von der Leyen, elle a dit qu'il fallait investir 800 milliards dans la défense. Et, alors ça c'est cool, hein, parce que ça comptera pas dans les déficits. Du coup, le pacte de stabilité financière dont je parlais, t'as le droit de creuser ton déficit pour la défense. Ah oui. On te dira rien pour ça. Donc il y a de l'argent magique pour les armes. Chaque pays est appelé à augmenter sa défense à lui. Oui, c'est ça. Mais donc peut-être dans un but pas encore avoué, d'envoyer un bout de son armée dans une armée commune européenne. Alors, armée commune, je pense pas qu'on en est là, parce que ça, c'est quand même un sujet assez controversé, parce qu'il y a des pays qui se sont opposés dans l'histoire à ce qui est ça et tout, tu vois. Mais le truc drôle, c'est que c'est exactement ce que Trump voulait, en fait. Oui. Il disait, il y en a marre de financer l'OTAN, en gros, et va falloir que vous preniez les choses en main, les petits, là, et que vous augmentiez votre budget de défense. Et la somme était exactement 800 milliards, en fait. Selon l'article, je sais plus quel, de l'OTAN, une des clauses, c'est que tous les pays qui participent s'engagent à investir au moins 2% de leur PIB. Sinon, en fait, tu pourrais aussi rien foutre et te reposer sur le fait que les autres viennent te défendre. Donc l'idée, c'est que tout le monde contribue. Ouais. Et donc tu contribues à la hauteur de 2% de ton PIB. Sauf qu'il y a beaucoup de membres de l'OTAN qui, en fait, ne respectaient pas cette règle. Et D'accord. Trump, il gueule pour qu'ils respectent et il voulait augmenter à 5%. Ah ouais, Parce que depuis 2006, c'est 2% Ah, ok. PIB. Et depuis 2024, la majorité des pays de l'UE ont dépassé ce seuil de 2%. voilà. Ah ok. Il manque en gros Espagne, Portugal, Italie, Croatie. Et sinon, tout le reste des pays sont à plus de 2%, avec en tête la Pologne à 4%. Ah oui, mais ce qui est logique en fait avec la guerre en Ukraine et tout. Je suis pas d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que ça soit pas encore un sujet. Il y a 3 ans, j'aurais été avec toi en disant « Non mais l'armée européenne, on n'y est pas... c'est quelque chose de controversé. » C'est quelque chose de moins en moins controversé. Ouais. C'est quelque chose qui est sur la table, une armée européenne. Quand Macron, il parle de faire un traité pour que le bouclier nucléaire français soit éventuellement élargi à des alliés, on va vers une espèce de coopération européenne sur la défense, motivée notamment par le désinvestissement américain de l'OTAN, avec Trump, t'as raison. Et quand même, l'année dernière, ça a été on réarme l'Europe. L'Allemagne, qui est censée depuis la Seconde Guerre mondiale être démilitarisée, réarme, ce qui est un énorme sujet. Et donc, je suis pas sûr que ça soit si loin que ça, une armée européenne. Le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine et qu'il y ait Trump à la Maison-Blanche, on fait bouger les lignes très 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 vite sur ces sujets-là. Ok. Je trouve que c'est flou entre si on est en train de dire que la critique c'est qu'il n'y a pas d'armée en Europe ou qu'il y a une armée ou il va y avoir une armée. Parce que pour moi, la critique ce serait plutôt la militarisation de l'Europe. Oui. Ouais, la critique D'accord. de gauche, c'est plus la militarisation de l'Europe. C'est ça. Mais on va prendre les critiques de gauche, hein, parce que sinon... Et du coup, on sauve quoi dans tout ça? Dans toutes ces critiques qui sont quand même assez lourdes? Erasmus. Je veux dire, libéralisme, antidémocratisme... Vous avez des trucs que vous kiffez dans l'Europe? Je veux dire que pour quelqu'un de très très à gauche, je suis assez pro-européen en fait. Ouais, Parce que j'ai bénéficié de plein de ces trucs-là. ouais. Pour moi, j'ai l'impression que la construction européenne, elle a marché. En fait, l'Europe, c'est une success story de malade. L'Union européenne. Waouh. Les buts qu'ils ont, je suis pas forcément d'accord avec eux. Mais en fait, sur les buts avoués ou désavoués de l'Union européenne, je pense qu'ils ont très bien marché. C'est-à-dire empêcher une troisième guerre mondiale déclenchée par le couple franco-allemand qui se font la guerre, gagner. Hmm. Eh oui. Mettre en avant des relations commerciales à l'intérieur de l'Union européenne pour que les pays soient interdépendants commercialement pour qu'ils arrêtent de se faire la guerre, plutôt gagner. Bah, y a pas eu de guerre entre pays de l'Union européenne depuis Voilà. que ça existe, c'est vrai. Donc on nous disait l'Europe c'est la paix, c'est vrai.
Mais c'est marrant parce que, ouais, il y a des trucs, c'est vraiment des raisons libérales derrière, genre pas de frontières, Et oui. monnaie unique. En fait, pas de frontières, surtout, c'est pour la libre circulation des marchandises. C'est surtout ça pour ça qu'ils l'ont fait. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que toi, tu t'en bénéficies quand même pas mal. T'es pas contrôlé aux frontières, t'as pas besoin de visa. Pas mal quand même, hein, j'avoue. Quand t'es européen, tu peux te balader partout, quoi. Bon, il n'y a pas de contrôle aux frontières. On met un gros bémol depuis que 2015, toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe se referment. Ouais. Et que tu passes les frontières aujourd'hui, si t'es blanc, tu ne fais pas contrôler. Mais enfin, sinon, les frontières Italie-France, Espagne-France, Allemagne et tout le monde. On rappelle que l'Allemagne a rétabli les contrôles aux frontières, ce qui est illégal selon la loi européenne, mais autorisé sous cas d'exception en termes de urgence, je sais pas quoi, et ils ont invoqué ça, et ça fait 1 an qu'ils ont des contrôles aux frontières. Ça veut pas dire qu'ils contrôlent tout le monde, mais en fait, ils ont des postes à la frontière avec l'Union européenne. Le voyage, c'est pratique. Les Erasmus, dans les études supérieures, c'est pratique. Puis pas faire la guerre, c'est bien, mais j'avoue que tout le reste... le projet est bien, mais il faudrait qu'il soit chapeauté un peu plus à gauche, quoi. Ah, mais c'est ça, quoi. Ouais, tu pourrais faire une harmonisation sociale ou des choses comme ça, quoi. Ouais, plus de solidarité, Ouais. des... Il y en a. Ça, justement, c'était un des points positifs que je voulais sauver. Il y a de la solidarité quand même dans l'Union européenne. Il y a des pays qui ont bénéficié de fonds européens et que ça les a vraiment sortis de la pauvreté et des trucs comme ça, quoi. Genre la Pologne, ils ont reçu 84 milliards de fonds européens. Ça marche quand même pour des pays qui sont pas très riches, quoi. D'ailleurs, c'est une critique de la droite et de l'extrême droite, surtout. Ouais. Qu'il y a des fonds européens, que nos impôts payent la construction d'un pont en Albanie, quoi. Ouais. Même si l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne, mais ils bénéficient quand même d'aides de l'Union européenne en prévision qui vont peut-être venir. Parenthèse. Merci de cet Astérix. Ça me fait penser à des panneaux, parfois, quand tu vois des travaux financés par l'Union européenne. Ouais, il y a des fonds pour la recherche et tout. Enfin, il y a des fonds un peu pour tout. Il y a des subventions pour l'art aussi, des trucs comme ça. Bien sûr, derrière, c'est le fait de vouloir rayonner au niveau international et d'avoir un poids éventuellement diplomatique et économique et soft power aussi, quand on parle de la recherche. Pour l'instant, ça marche. Moi, je me sens européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la frontière. Je vais en Espagne, je vais en Allemagne, je vais au Luxembourg, je vais en Belgique. J'y vais en train. Mes potes sont européens, j'ai fait Erasmus. Mes potes sont allemands, espagnols, italiens. Je vais en Espagne, j'ai pas besoin de changer de monnaie. Ça m'énerve cet argument, moi, c'est pratique de pouvoir payer avec une monnaie unique. Ouais, je trouve ça bien. Je veux dire, je sais pas, Je c'est préfère enrichir les banques. non, mais c'est le qui font petit des bout pots de la change. lorgnette, quoi. Je veux dire, l'euro, c'est tellement une magouille capitaliste. Et donc, c'est vraiment un détail qu'on puisse payer partout pareil, tu vois. Pourquoi c'est une magouille capitaliste? Je comprends pas. Bah, c'est vraiment un plan pour concurrencer le dollar, pour avoir une monnaie forte. Allez, vas-y, mais il faut que t'expliques. En quoi c'est une mauvaise chose? En fait, c'est ça que je comprends pas dans ce que tu dis. Bah, c'est une mauvaise chose parce qu'on en a parlé, ça nous prive de pouvoir jouer avec notre monnaie, d'avoir une monnaie nationale. Mais ça me paraît pas une bonne chose de jouer avec la monnaie nationale. Si, c'est pareil des aussi, tu vois, leviers c'est ça qui me économiques. manque. Je veux dire, la Chine l'a fait, tu vois, les États-Unis le font. Eh ben oui, mais c'est deux Uniquement. très mauvais exemples. On veut faire comme eux alors? On veut faire comme la Chine et les États-Unis? Bah, c'est des pays très puissants économiquement, ils ont aucun problème, quoi, tu vois. Ils peuvent jouer avec leur monnaie comme ils veulent, tu vois. Oui, mais- Les États-Unis, ils ont une dette, je sais plus c'est combien, mais c'est en 200%. Et tout le monde s'en balance, quoi. Parce qu'ils ont la première monnaie du monde, toi, tu vois. Oui, mais donc ça, c'est une vision très capitaliste de la gestion de la monnaie. Et est-ce que proposer une gestion qui est plus centralisée, qui est plus cadrée et qui est moins libérale, c'est pas plus intelligent Non, c'est que de dire on peut dévaluer, revaluer et faire c'est ce qu'on plus veut. libéral parce que d'évaluer, réévaluer, justement, c'est plus des mesures interventionnistes. Donc c'est historiquement un peu plus de gauche d'intervenir sur ta monnaie parce que tu peux faire ce qu'on appelle une politique de relance, c'est-à-dire beaucoup de dépenses publiques, tu crées des services publics, tu fais de l'investissement, etc. Ok, tu vas creuser un déficit et tout, mais dans le but d'avoir plus de recettes après, tu vois, pour relancer ton économie. Si tu relances ton économie, les gens gagnent plus d'argent, il y a plus de richesses produites, machin, et tu taxes plus, et tu fais plus d'infos, et tu récupères, en gros, un investissement que tu as fait. C'est typiquement le programme de la France Insoumise, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est de l'économie keynésienne, de relance, quoi, tu vois. Donc là, tu viens de dire que les États-Unis ont une politique monétaire plus à gauche que l'Europe. Non. En fait, ils sont moins orthodoxes, ils sont libéraux, hein, mais c'est moins orthodoxe que l'Europe. Ok. Bon, ben, Les États-Unis font un peu de protectionnisme et tout avec leur industrie. Enfin, Trump en fait à fond avec ses barrières douanières. C'est du protectionnisme qu'il fait.
Il va falloir que tu expliques le protectionnisme, là, du coup. Et Parce oui, que mais ça, je sais Tu pas vois, ce que c'est tu non lances plus, plein de parce que trucs, mais la poule, pas. j'ai pas compris les tarifs, mais c'est ça dont tu parlais. Ouais, c'est la les production barrières de tarifs. douanières. Ouais. Là, le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est te protéger contre la concurrence extérieure. C'est-à-dire, si tu prends le libéralisme classique, t'es pas censé. La concurrence ne doit pas être faussée, tu vois. C'est ça. Et si un pays produit quelque chose moins cher, la loi du marché veut que tu achètes cette chose moins chère. Or, si tu fais du protectionnisme, tu vas fausser ce truc, tu vas dire ok, il produit moins cher, mais moi je vais les taxer, comme ça va revenir aussi cher, voire plus cher que ce qui est produit dans mon pays, et comme ça, les gens vont acheter le produit qui est produit dans mon pays et pas le produit qui est produit à l'extérieur. C'est ça le protectionnisme. Tu l'as, poule? Ouais, très bien. Non, mais très bien, c'est très clair. J'essaye maintenant de le connecter avec ce qu'on disait avant, sur le fait de jouer avec sa monnaie. Si tu joues avec ta monnaie, tu peux jouer avec les prix à laquelle tu vends tes produits. Par exemple, si tu veux faire plus d'exportation, tu vas dévaluer ta monnaie. Donc, c'est-à-dire que les autres pays auront une monnaie plus forte, ils vont pouvoir t'acheter plus de produits. Et donc toi, tu vas exporter plus. Ils vont payer moins cher pour tes produits, en fait, si tu dévalues ta monnaie. Ouais. Oui, parce que genre l'euro vaut moins, donc avec une monnaie étrangère, tu achètes plus d'euros. Voilà. Donc tu achètes plus de marchandises en euros. Et voilà. Mais typiquement, l'euro est une monnaie forte, donc c'est cher pour beaucoup de gens dans le monde. Mais d'accord. Mais ce qui est pas bon pour l'exportation, mais en ce qui fait, est bon pour l'importation, si je comprends Oui, bien. oui. c'est ça. Puisque tu peux acheter des produits, Voilà. beaucoup de produits avec moins d'argent. Voilà. L'Europe, c'est plutôt importateur ou exportateur? Ça dépend des produits. Ah, c'est cool. Mais par exemple, là on rentre dans des trucs économiques. Mais comment t'appelles ça? Les mesures protectionnistes. Ouais. Pourquoi Laurent il a fait le jump? C'est vrai que tu fais pas mal de jump. Ouais, Ça a été quelque chose qui a été beaucoup fait par les gouvernements de gauche dans les dernières 70 années. Vu que l'économie mondialisée est une économie libérale, comme on est de gauche, on pense que le libéralisme et du coup le système capitaliste, c'est un peu la loi du plus fort. Ouais. Ce qui fait que, pour moi, le libre-échange, c'est une connerie parce qu'en fait, celui qui a la plus grosse banque, en fait, il a plus de pouvoir économique et peut imposer sa loi aux autres. Si j'ai une grosse multinationale qui a le monopole d'un truc, genre Google, jamais tu vas faire un concurrent à Google. Enfin, c'est très 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 dur, d'accord? Ouais. Et les États-Unis, par exemple, ont énormément de multinationales qui ont des énormes, soit monopoles, soit des grosses influences sur l'économie mondialisée. Et donc, de ce fait, ils peuvent intimider économiquement des pays qui sont plus faibles économiquement. Par exemple, tu vas voir le Venezuela avec d'autres trucs et tu dis votre pétrole, je vais l'acheter mais à ce prix-là. Et toi tu dois acheter mes trucs là. Et vu que tu as une économie très forte, éventuellement tu exportes des choses dont le pays a besoin, tu as des leviers économiques pour faire pression. Je prends le Venezuela, c'est pas un hasard. Dans les années 70-80, quand Chavez arrive au pouvoir, c'est des trucs qu'il voulait faire aussi. C'est justement de taxer le pétrole. Si je vois où tu veux en venir, ils voulaient faire du protectionnisme envers le Venezuela. Alors, le gouvernement du Venezuela voulait faire du protectionnisme économique pour récupérer en fait plus d'argent en levant des taxes sur du pétrole qu'ils exportaient vers les États-Unis. D'accord. Et les États-Unis et les autres ont dit non. Comme ils ont dit non, ils ont dit si c'est ça, on n'achète plus rien, on n'achète plus votre pétrole en fait. Et comme c'était la vanne financière principale au Venezuela, ils leur ont forcé le bras à ne pas faire leur politique de protectionnisme économique. Et ça, c'était une politique de protectionnisme de gauche. Oui, mais alors j'ai l'impression que c'est la peste ou le choléra, parce que soit on fait l'Europe, et donc on est fort sur la scène économique mondialisée, mais on perd la souveraineté et le protectionnisme, par essence, parce que du coup on délègue des décisions nationales aux supranationales, et à la monnaie unique, le machin, tout ça, ne peuvent plus être des leviers pour les pays. Soit on fait pas d'union supranationale, et donc chaque pays se démerde, mais va subir la pression de tous les autres pays autour et de l'alliance économique capitaliste mondialisée. Oui, t'es en train de dire que le capitalisme c'est nul. C'est ça que t'es en train de dire? Que le capitalisme gagne toujours. Oui. Non, mais c'est bien résumé, c'est-à-dire on est plus fort. On est plus fort ensemble, mais on a moins de liberté. On a plein de liberté, mais on peut rien faire. Tu préfères être enchaîné dans une grande pièce ou libre dans une petite prison? Alors il y a ça. C'est beau ce que je dis, non? Là on est parti sur le protectionnisme à fond parce que à la base l'idée c'était pourquoi est-ce que gérer de l'économie de matière orthodoxe, quand Laurent dit de matière orthodoxe, c'est-à-dire d'avoir des règles très dures sur ton économie, typiquement le pacte là qui dit que t'as pas le droit de dépenser plus de 3% des déficits. Voilà, que les dépenses de ton État sur une année
soit plus que 3% de ton PIB au-dessus de tes recettes, c'est ça? Ah, c'est 3% de ton PIB au-dessus des recettes. Oui, c'est ça. Tu peux pas perdre sur ton budget 3% de ton PIB. Ah, ça n'a rien à voir, d'accord. Oui, parce que je croyais qu'il fallait pas que... Moi, la manière dont on l'avait dit la première fois, c'est fallait pas que l'écart entre les recettes et les dépenses soit supérieur à 3%. Bah si, Mais pas du tout. Du Si, PIB, Ah, mais non. PIB, 3% du pas PIB. 3% des dépenses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mesures orthodoxes, dans le sens où ils sont stricts. Quand Laurent a dit les États-Unis sont moins orthodoxes. Parce que, par exemple, ils s'en foutent de leur... de la dette, ils sont. Dans les règles de l'Europe, tu as aussi, effectivement, ta dette ne doit pas dépasser 60% de ton PIB, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors que les États-Unis, ils en ont rien à foutre. Mais ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que comme c'est eux qui ont le dollar, c'est pas un problème d'avoir énormément de dettes si tu payes très peu d'intérêts dessus. Le problème, c'est quand tu as une grosse dette et que tu as plein d'intérêts, parce que du coup, ça bouffe. Mais si tu payes quasiment pas d'intérêts sur ta dette, tu peux avoir une grosse dette. Ce qui fait que justement, les pays dont lequel les marchés financiers ont confiance en, par exemple les États-Unis, super confiance, puisque c'est la première puissance économique mondiale, parce qu'ils sont plutôt stables démocratiquement. Bon, ça, on va voir, maintenant ça change peut-être, mais les marchés financiers font extrêmement confiance, donc ils prêtent à des taux très 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 bas. Quand tu empruntes à des taux très 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 bas, tu peux te permettre d'emprunter beaucoup sans que ça te fasse trop chier. Et le fait d'emprunter beaucoup, eh ben, ça te permet d'avoir plus de capital, et dans une société capitaliste, avoir plein de capital, c'est vachement bien. Tu as plein d'argent, et avec de l'argent, tu fais plein de trucs vachement bien. Et c'est là qu'on en revient à ce que Laurent racontait. Si tu étais un gouvernement de gauche, tu pourrais décider, les gars, si on investissait massivement dans des infrastructures de santé, ferroviaires et sociales, parce qu'on pense que on va en retirer les bénéfices à 10-15 ans, mais le fait de rénover notre système de santé va nous permettre de couper les budgets de la Sécu dans 10 ans, et on va y gagner. Et comme on expliquait l'année dernière, souvent une des critiques de gauche vers la droite, c'est qu'on pense à des intérêts court terme, d'accord, qui viennent du système économique. Et donc si on veut penser long terme, c'est des fois bien d'investir beaucoup maintenant pour pouvoir avoir des bénéfices, mais à très long terme. On va pas faire des retours sur investissement très rapides. Et ça peut être pratique de creuser la dette. Sauf que le système européen te limite à quel point tu puisses creuser ta dette en tant qu'État. Donc si demain, un gouvernement de gauche a envie de faire ça, il a un peu les mains liées et pourra peut-être pas creuser sa dette autant qu'il ait envie. Et en France, on l'a fait, hein. On a investi dans le nucléaire, maintenant on a une espèce d'indépendance énergétique. On a investi dans le système de santé, pendant longtemps ça a été le meilleur du monde. Donc on a été adepte de cette politique de relance économique, et maintenant, vu que justement cette orthodoxie libérale s'est durcie, et que c'est les libéraux qui sont à la plupart des postes clés du pouvoir, et que l'Europe encourage ça, c'est très difficile, et même c'est sorti de la fenêtre d'Overton quasiment de pouvoir faire ça. Tu vois, Mélenchon qui propose ça passe pour un gauchiste extrême, alors que on est vraiment dans de la gauche de base. Je disais keynésienne parce que c'est typiquement les programmes de gauche, Mitterrand, c'était ça. Et pour la petite histoire, c'est exactement le débat qui a lieu en Allemagne en ce moment. Dans le gouvernement précédent, coalition des libéraux, sociodémocrates et les Verts, il était question de remettre en question justement les règles financières de l'Allemagne. Donc je parle plus de l'Union européenne, mais en fait les Allemands sont très 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 orthodoxes. C'est-à-dire que leurs règles sur le budget, la dette et les dépenses publiques sont plus dures que celles qu'il y a en Europe. Ils sont très 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 durs. Ils ont très peu de dettes. Et ils sont aussi vachement néolibéraux. Et justement, c'était un gouvernement mené par les Verts, le ministre de l'économie de l'époque, Robert Habeck, qui était du coup chez les Verts, qui proposait de faire une exception à ce fait de ne pas creuser la dette pour pouvoir investir massivement dans un espèce de capitalisme vert, pour investir dans les énergies vertes. Et lui, c'était son idée, c'est un libéral aussi, hein, de pouvoir creuser le budget aujourd'hui pour pouvoir investir massivement dans l'isolation thermique, les infrastructures de transport, les infrastructures thermiques, pour pouvoir, lutter contre le changement climatique, et 2, faire un lancement économique sur toute une filière écologique, en fait. Donc lui, il a lié, c'était un truc quand même connu, que c'est pas un truc d'extrême gauche, hein, mais de faire une espèce de relance économique libérale en passant par l'écologie. Rendre l'économie plus verte, entre guillemets. Et pour ça, investir massivement dans les trucs. Sauf que, justement, il s'est fait contrer là-dessus par les conservateurs, qui ne sont pas du tout d'accord. Aujourd'hui, c'est de nouveau un gouvernement conservateur au pouvoir, qui avait dit qu'il ferait jamais ça, et là, ils viennent de dire, oui, mais par contre, on pourra peut-être faire ça pour le budget de la défense. Oui, donc ce que tu viens d'expliquer, ça va dans le même sens que ce que Laurent disait tout à l'heure sur les règles contre l'endettement au niveau européen seraient levées pour les budgets de la défense, et si le fait que tout le monde puisse creuser la dette
uniquement sur la défense. C'est ça. Donc c'est super, quoi. Tout le monde se prépare. Ça finit toujours Oui, oui. bien, la course à l'armement. D'accord. On fait une course à l'armement Voilà. globale, notamment en Europe, mais pas que en Europe. Et en même temps, on a des partis d'extrême droite entre 15 et 30% d'intention de vote dans la majeure partie des Ouais. pays de l'Europe de l'Ouest. Et je trouve que c'est un combo magnifique. Et si on faisait plein de tanks et qu'ensuite on mettait des fachos au pouvoir et Oui, ça- donc on les mettait juste assez près pour qu'ils est-ce le que, ça fassent. serait, est-ce que ça serait une bonne idée? Ah, c'est ça la construction européenne. Et on parlait des aspects positifs. Mais oui, mais ça serait une bonne idée pour nos amis les investisseurs et les banquiers et les constructeurs de munitions et les constructeurs de bâtiments détruits. Ah, ça. est-ce qu'il y aurait pas des gros producteurs d'armes en Europe aussi, tu vois? Rheinmetall, Eh ouais. Au pif, la France, tu vois. Tassault, Dassault, Ouais. ouais. Thales. Ouais, Safran. Donc oui, certes, peut-être qu'il y a des populations qui vont souffrir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont Mais mourir. c'est des pauvres. Mais on va gagner plein de Bah oui. Et ça, c'est la guerre. entre riches. Donc voilà. Mais ça, qu'on soit dans l'Europe ou pas, j'ai l'impression qu'on n'y coupera pas. Tout est réversible. C'est là, t'as un mouvement assez fort. Ça fait un peu peur en ce moment. Ça fait un peu peur. Quelqu'un avait d'autres trucs à sauver? Ben, en fait, j'aimerais peut-être qu'on détaille alors les côtés positifs, parce que là, on est passé dessus comme si c'était évident et que tout le monde savait que... Parce que je peux pas abonder. Je sais pas ce qu'a fait l'Europe. Donc, dites-moi. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? À part Erasmus, moi, j'avais un pont Ah, avec tu Erasmus nous as sorti et les tourisme. clichés, là? Bah oui, mais Erasmus, oui, moi, j'étais... L'Europe, c'est quand même une machine à faire des régulations. Mhm. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 5 types d'actes juridiques dans l'Union Européenne? Ça a pas l'air intéressant du Ah tout. oui. C'est pas intéressant. Ça a l'air, mais vraiment pas intéressant. Pas là, vraiment pas. Il y a Vraiment là, tu viens de me vendre un truc. Putain, j'ai trouvé un truc. Attends. Je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Merde. Allez. Il y a Allez. Alors il y a les Prends-le règlements, les décisions, les directives, les avis et les recommandations. Et c'est par ordre de contrainte. C'est-à-dire, un règlement, c'est un truc qui est décidé au niveau de l'Union Européenne et qui s'applique à tout le monde. D'accord. Et des décisions, c'est décidé pareil au niveau de l'Union Européenne, mais ça s'applique que à certains pays. Ah, c'est par ordre décroissant, en Et- plus, je comprends. Et directive, c'est une décision, mais qui doit être traduite dans une loi nationale. Ah. Voilà. J'en connais une, je connais la directive européenne Oh. du 16 juin 1989, qui indique que la responsabilité de la santé mentale et physique des travailleurs revient à l'employeur. Ah ok. Et du coup, ça a dû être traduit dans le droit du travail. Ça veut dire que du coup, ensuite, c'est une directive européenne et donc on Ouais. doit avoir une loi française qui applique cette directive européenne. Ouais, c'est ça. Alors que si t'as un règlement au niveau européen, t'as pas besoin d'avoir. C'est une loi. Ça s'applique à tout le monde. Mais c'est pas une loi du coup. C'est un règlement. C'est un truc que l'Europe peut te sanctionner si tu fais pas. Ouais. C'est toujours pareil, Ok. c'est jamais vraiment des lois quand c'est supranational. Juridiquement, c'est. Bah oui, Si, il y a une cour européenne de justice. c'est vrai. Tiens, même un système de justice européen, on est vraiment pas loin d'un État. hein. Et recommandation, bah peut-être c'est pour préparer une loi dans ton pays en fait. On fait une recommandation. C'est pas très contraignant. Ça a l'air weak. Et avis, alors là c'est... on a dit un truc sur quelque chose quoi. Mais toutes les instances européennes peuvent émettre ces 5 trucs-là ou... Ah non, tout ça c'est débattu, c'est voté par le Parlement et par le Conseil de l'Union Européenne. Parce que par exemple, une loi en France, c'est voté par le Parlement. Ouais. Mais là, t'as dit 5 trucs différents. La question de Poup, c'est est-ce que c'est. On a dit au début qu'en fait, les lois sont proposées par la Commission européenne et votées par le Parlement européen. Mais c'était une simplification, parce qu'il n'y a pas de loi, parce qu'en fait, il y a des règlements, des directives, des avis, des conseils et des trucs et les machins. Et est-ce que ces 5 choses sont donc proposées par la Commission et votées par le Parlement, ou est-ce qu'il y a des procédures différentes selon ces chaque chose? C'est ça la question, Pas Laurent. du tout en train d'aller D'accord. regarder. Me dit. Il a pas. Il a pas. Il l'a pas du tout. c'est la peine. Il sait pas en fait. Il a essayé de s'en sortir, Il a- mais c'est mort. il a pas. Et il va le couper au montage qu'il Moi, a je vais pas. te fact-checker, moi. Révoltons-nous. Règlement. Ah putain. Ah, J'entends un bruit de molette. faut que je regarde à tous les trucs. Il lit. Merde. Il demande à ChatGPT de résumer la page internet. Et il a soif 500 Mexicains. Merde, y a pas un article droit dérivé de l'Union Européenne. Ah, t'as voulu faire ton malin avec tes droits là. Unprepared. Ouais, je pense que oui, c'est la commission. Oh Ah là Allez, là Jack là 10. là là là. Allez. Ils Allez. font les règlements. C'est le truc le plus contraignant. Ok. Donc pourquoi ils feraient pas les autres trucs? Bah, justement parce qu'ils sont moins contraignants. Alors,
Si tu Ouais. check le moins contraignant de tous, Mais quel ingénieur tu fais, Pêche? Parce que si le plus, c'est vrai, et si le moins, c'est vrai, bon, tout ce qui est au il y a milieu... quand même des chances que... Hein? Je me suis planté en plus, l'avis est plus fort que la recommandation. Ah non, j'ai raison en fait. Oh, il a tout dit et son contraire, et après il finit par On j'ai s'en raison. fout, je vais tout couper. C'est honteux. Je crois que je vais me désolidariser de ce montage, Pêche, tu m'entends? Ah bah là, mais c'est pas du Je tout ne veux clair. pas participer à cet Il outil. me dit les avis de sont des censure. actes émis par le Conseil de l'Union Européenne, la Commission Européenne, Et voilà le Parlement Européen, le Comité des régions. Putain, c'est quoi ça? Ah, et donc voilà! Comité Voilà. économique et social. Voilà. Ah ouais, ça se trouve, en fait, il y a une gradation. Ben oui, j'étais sûr. Le mammouth européen. Eh oui, donc une critique de l'Europe, c'est que c'est trop bureaucratique. C'est dur de s'y retrouver, je suis d'accord. Le fait que ça soit dur de s'y retrouver, c'est aussi un truc qui permet de faire passer plein de trucs sans que les gens s'en aperçoivent. Sans vouloir être Ah oui. conspirationniste. Sans vouloir être conspi, mais Non. bon, l'économie, c'est pareil. Les institutions démocratiques, que ce soit de l'Union Européenne ou de la France ou quoi que ce soit, sont censées, et j'ai bien censé, être transparentes, puisque la transparence, ça fait partie de la démocratie, ou comme on nous la vend. Donc, si c'est pas transparent, Bah ouais, c'est vraiment pas clair. Hein. La preuve, j'en perds mon latin. Ah, puis si Laurent s'y perd, c'est que c'est compliqué. Et sinon, j'avais un autre point positif du coup, mais J'ai alors pas là, va fini- falloir J'ai que... pas fini. T'as pas fini, ok, vas-y. Parce qu'on a dévié là sur les. On a dévié, Vas-y, vas-y. fini. Justement, l'UE, c'est un truc qui est. Ça produit de la réglementation à fond. Et bah, souvent, les réglementations, c'est un truc dont se plaignent pas mal de gens. Tu vois, les GAFAM se plaignent de ça. La FNSEA se plaint de ça. La droite aussi se plaint des trucs sur l'environnement, etc. Donc, ils produisent en fait plein de trucs quand même qui protègent un peu la santé des gens, protègent un peu l'écologie, l'éthique aussi, la protection des données aussi, les RGPD là. Alors, je dois dire que pour aller dans ton sens, l'Union Européenne fait vachement chier, comme t'as dit, les GAFAM, donc les grosses boîtes de la tech. Et d'ailleurs, viennent de donner une amende record de je sais plus combien de milliards à Google. 4,93. Je vous trouve un peu faiblard en termes d'argumentaire, parce que le syllogisme de dire si ça fait chier les méchants, c'est que c'est des gentils, Ah, moi je trouve ça marche bien. à quel point elle est appliquée, à quel point c'est de la réglementation qui est vraiment dans l'intérêt du public, Ah, c'est pas clair. et à quel point la réglementation elle sert pas aussi les grands capitaux. Ah, mais il y en a aussi qui servent. Oui, ça va dans les deux sens. Hein. Ouais, c'est pour ça que je le mettrais pas dans les avantages, quoi. Oui, il y a quand même, je veux dire, la protection des données et tout, le fait que t'aies des notices qui te préviennent que t'as des cookies et tout, qui vont être mis sur ton PC, c'est l'Europe, quoi, tu vois. Ça me fait chier. Oui, Franchement, mais c'est voilà, clair. mais les gens n'aiment pas la réglementation, ils aiment pas. Conclusion, Alors, bah vas-y, Laurent. en fait, je dirais, écoutez-moi les amis, non, Ça y est, là. si, faut le jouer. Fake it till you make it, là. je dirais que l'Europe, en fait, c'est hyper à l'image de ce qui est le monde et l'idéologie dominante. En fait, c'est juste une émanation de ça, quoi. Ça reste quand même une espèce de grosse institution capitaliste, pas forcément tournée vers l'intérêt général. Mais il y a quand même des espèces de velléités qui, à mon avis, sont minimes par rapport au portrait global de solidarité, de réguler un peu le capitalisme et pacifistes qui sont là et qu'il faut sauver malgré tout. Je dirais que tout n'est pas acheté, mais c'est nul comme conclusion. Et oui, surtout que c'est très centré sur nous-mêmes, puisque tu dis pacifiste au sein de l'Europe, mais on a dit que ça avait forci les frontières, et on est en train, en plus de peut-être se militariser. On perd quand même plein de leviers et plein de souveraineté qui pourraient nous être utiles. Et finalement, déjà on éloigne, je pense, certaines décisions des peuples, puisqu'il y a des décisions qui se prennent au niveau européen. Et en plus, entre les décisions qui sont prises et ce que nous on en comprend, il y a une opacité qui est quand même Ouais, bien sûr. très très dure à passer. Absolument. J'ai envie de dire, en fait, j'ai les mêmes critiques envers l'État français. En fait, Ah ouais, ah, c'est beau. c'est ma critique de l'État, quoi. Ça y est, c'est l'anarchiste. Eh oui. L'État. Non, mais... Mais vive l'État. Vive l'État. Ok. Mais alors, je viens de te faire la même chose. C'est-à-dire que l'État... On va prendre l'État français. Du coup, il y a des trucs sympas qui, par exemple, la sécurité sociale. Ouais. Par exemple, des bourses pour les étudiants ou des aides sociales qui sont, en fait, un levier de répartition des richesses. Oui, D'accord ? Parce que la sécurité sociale a été pensée pour être contrôlée par les travailleurs et pas par l'État. exactement. Ah ah ! Et elle est contrôlée par l'État. De plus en plus, depuis Oui. les réformes. Eh oui. Mais oui, La CSG, tout ça. oui, l'État a certaines qualités, mais
le fait que les institutions sont censées être démocratiques, mais elles le sont pas vraiment parce que déjà elles sont très opaques et on sait pas comment elles fonctionnent vraiment. Et en plus, il y a plein de gens qui sont Très éloigné. qui sont élus à des suffrages pas universels, indirects, tels les sénateurs, Ou même désigner les ministres. les préfets. Et du coup, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. On est d'accord que sur l'échelle démocratique, on pourrait mieux faire. Ouais. Et donc, Oui. même critique. Poulpe, tu disais que les décisions sont loin des gens. L'Europe, c'est plus loin que l'État, mais l'État, c'est plus loin que la région, et la région, c'est plus loin que les communes. Et c'est plus loin que le quartier, etc. Et le fait que ce sont des institutions qui, en fait, servent la classe capitaliste et servent un agenda néolibéral, bah, j'ai le même constat sur l'État français. Oui, puis ça me fait penser à ce que tu dis sur l'influence des lobbies, Ah ouais. qui doit exister aussi au niveau européen. Ouais, c'est énorme. Et énorme. Ah ouais. Ah oui. Il y a 12 000 organismes de pression répertoriés. Ce qui est, Ah, d'accord. ouais, ils sont obligés de se déclarer. Autant pour Ce qui est plus que les États-Unis. Eh Non, ouais. le lobbying au niveau européen, c'est un truc de fou. Plus t'éloignes les décisions, plus il y a du lobbying, forcément, que les gens ne le voient pas. Donc finalement, peu importe le récipient, du moment qu'on a le capitalisme. Mais voilà. Est-ce que c'est pas l'étape suivante en fait? Est-ce que quelque part, c'est pas un néo-État quoi? Est-ce qu'on est dans un truc nouveau avec l'Union Européenne qui est en fait l'étape suivante de l'État? Voilà, je fais une ouverture, je vais me perdre. Mais c'est-à-dire qu'on a sorti des empires. La Première Guerre mondiale, c'est la fin de l'empire comme première forme d'organisation politique dans le monde, et ce qui fait que l'État-nation devient la première forme d'organisation politique dans le monde, et depuis, on fonctionne que par État-nation. Et là, à l'Union Européenne, c'est un autre truc. Voilà, c'est l'évolution. C'est plus Pikachu, c'est Raichu. J'aurais pris ça à la mèche. C'est la supranation. Ou alors ça se casse la gueule dans 20 ans. Dans 20 ans, attends, je propose une autre ouverture. Cette espèce de tentative, de mutation, là, de retour à un empire sous la forme d'organisation supranationale, ça entraîne une espèce de rebond du patriotisme, du nationalisme, et du coup du fascisme et toutes ces dérives. Je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a dans l'Europe en particulier, il y a eu quand même plein de rebonds d'extrême droite et ultranationalistes. En Angleterre, a priori, c'est en train d'arriver. En Allemagne, c'est chaud. En France, c'est chaud. En Italie, ils sont au pouvoir. Bah oui, Victor Orban en Pologne, ils Hongrie. sont au pouvoir. L'Autriche, c'est la merde. Les Pays-Bas. Donc finalement, ça profite à ceux qui se déclarent anti-système et du coup qui font un retour en force, on va dire, un peu populiste, puisque finalement, ce truc opaque, ce truc qu'on a essayé, qu'on nous a imposé, on a fait de la refus de démocratie, même parfois pour l'imposer et tout, mais il faut le chasser à tout prix et revenir sur un truc où c'est nous qui décidons, on se protège, on ferme tout, on barricade tout, on redevient finalement l'état fort qu'on était avant les grandes guerres. C'est un argumentaire qui a son influence, je pense. Mais par contre, ils se calment très vite sur l'UE quand ils sont au pouvoir. Hein. Tout de suite, dès qu'ils sont au pouvoir, on remet plus trop en cause l'UE parce que ça nous sert bien, quoi. Il me semble pour moi, dans ce que j'ai appris, qu'un des buts de l'Union Européenne, c'était quand même de pas refaire la Seconde Guerre mondiale, et du coup de peut-être ne pas avoir un retour au fascisme. Et aujourd'hui, le retour au fascisme, il est au grand galop depuis 20 ans. Peut-être que de ce côté-là, l'Union Européenne est en train d'échouer sur le fait de prévenir la montée du fascisme en Europe une nouvelle fois. Fin. Et il n'y aura pas de jeu, on va finir sur c'est la montée des fascismes. C'est le fascisme. On pourra même pas détendre l'atmosphère. Fascisme. Ils sont à vos portes. Ils sont chez vous. Les fachos. Sur ces bonnes paroles. Sur les bonnes paroles, des fachos arrivent. Voilà, sur le bruit des bottes. En même temps, c'est pour ça qu'on a commencé ce podcast, parce que C'est vrai. C'est vrai qu'on a commencé l'initiative de ce sur le podcast, c'était quand même les élections européennes, d'ailleurs, C'est de vrai. l'année dernière, où il y a eu 30% de votes au Rassemblement National, et on était dans un bar, on dit mais non mais c'est pas possible, Ouais. il faut faire quelque chose. C'est vrai. Du coup, au lieu de faire quelque chose, on a fait un podcast. Voilà, c'est quand même plus simple. Je suis content parce que j'ai encore appris quelque chose. On a School Poulpe. Ça arrive régulièrement quand même. Bon, merci beaucoup les gars. Ouais. Ouais, Merci pour le sujet Laurent. Et puis, De rien. on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao. Salut. Bye.